Que se passe-t-il si je vous dis que les catastrophes économiques les plus destructrices de l'histoire ont été déclenchées précisément par les lois qui étaient censées nous sauver? Nous avons l'habitude de croire que la machine étatique rédige des règles pour notre bien, et si quelque chose ne va pas, c'est simplement l'erreur de fonctionnaires incompétents. Mais aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire qui vous fera douter du caractère accidentel de ces défaillances. Nous allons analyser l'anomalie historique qui a ruiné des régions entières, et vous comprendrez pourquoi votre vie devient plus difficile malgré tous les programmes sociaux. Il existe une théorie selon laquelle les curiosités historiques, dont nous rions avec condescendance en lisant les manuels scolaires, cachent en réalité sous elles un algorithme impeccable de destruction systémique. Et pour comprendre comment ce mécanisme a pris naissance, il nous faudra partir dans le Delhi étouffant et colonial du XIXe siècle. Imaginez-vous la capitale de l'Inde britannique de cette époque. Une chaleur humide insupportable, des ruelles étroites encombrées de marchés bruyants et la menace permanente, mortelle, glissant juste sous les pieds. La ville grouillait littéralement de cobras venimeux. Les officiers britanniques et les fonctionnaires coloniaux, habitués à la sécurité et au pavage des rues londoniennes, paniquaient. Les morsures emportaient des centaines de vies, le commerce ralentissait, et la gestion d'une immense colonie riche se retrouvait menacée par des prédateurs écailleux. C'est alors que les administrateurs de l'Empire britannique, cultivés et brillamment formés, prennent une décision qui semble géniale et parfaitement logique. Ils annoncent une récompense financière généreuse pour chaque tête de cobra tuée à portée. Le plan paraissait impeccable du point de vue de la macroéconomie de base. La population locale reçoit un stimulant monétaire, le trésor britannique paie la sécurité tant attendue, la ville se débarrasse rapidement des serpents. Durant les premiers mois, les statistiques sèches réjouissaient l'œil du gouverneur général, car les tas de reptiles morts s'accumulaient et les paiements affluaient à flot. Mais les bureaucrates de cabinet n'ont pas pris en compte un détail qui a retourné tout le jeu et a conduit le système à l'effondrement. La mathématique de l'intérêt humain contourne toujours les interdits et les ordres directs. Les habitants locaux ont vite compris que courir dans les jungles dangereuses et risquer sa vie pour un cobra sauvage aléatoire constituait un commerce extrêmement mauvais et inefficace. Pourquoi chercher des serpents pendant des heures dans les broussailles quand on peut simplement les élever? Dans des sous-sols sombres, dans des arrière-cours et dans des huttes d'argile abandonnées, des fermes à serpents secrètes ont commencé à apparaître massivement. Des Indiens entreprenants nourrissaient les cobras, en prenaient soin avec attention, attendaient une progéniture abondante, puis tuaient simplement une partie de la portée et apportaient les têtes aux Britanniques pour la récompense garantie. Le budget de l'empire colonial commença à se vider rapidement, et les montants des paiements atteignirent des échelles astronomiques, disproportionnées par rapport au problème initial. Les fonctionnaires, après avoir mené un audit et réalisé qu'ils sponsorisaient généreusement non pas l'extermination, mais la production industrielle massive de reptiles venimeux, annulèrent furieusement le programme de financement. Et c'est ici que se referma le véritable piège, révélant la cruelle vérité des incitations économiques. Les fermiers indiens se retrouvèrent avec des dizaines de milliers de cobras vivants entre les mains. Du jour au lendemain, ces serpents perdirent toute valeur et se transformèrent en un fardeau extrêmement dangereux, nécessitant une alimentation constante. Que fait un homme ruiné, acculé par une loi abrogée? Il se débarrasse brutalement des coups. Un nombre énorme de cobras fut simplement relâché des cages dans les rues de Delhi. Si avant le début de la campagne britannique de sauvetage de la ville, les serpents n'étaient qu'une menace locale désagréable, la capitale se retrouva désormais au cœur d'une catastrophe biologique de grande ampleur. La population des cobras augmenta de plusieurs fois par rapport aux chiffres initiaux. L'économie de la région subit des pertes colossales en raison de la panique et la confiance envers les autorités s'effondra définitivement. L'histoire officielle appelle cela l'effet Cobra et nous le présente comme un exemple amusant de stupidité bureaucratique. On nous dit qu'il s'agit d'un simple mécompte, d'un hasard, d'une erreur de planification linéaire. Mais en est-il vraiment ainsi? Des chercheurs et analystes indépendants estiment que cette histoire recèle une régularité bien plus sombre. Si nous examinons attentivement les archives, nous découvrirons que des anomalies mathématiques similaires ont commencé à surgir partout sur le globe. Delhi n'était que la première hirondelle. Nous nous tenons au sommet d'un immense iceberg,
Et plus loin, nous verrons un système effrayant et froid. Les élites hautement éduquées de différents pays et époques commettaient-elles vraiment la même erreur primitive encore et encore, ou se cache-t-il derrière cette chaîne de catastrophes fabriquée de main d'homme quelque chose de complètement différent? Déplaçons-nous dans l'espace et dans le temps, en laissant loin derrière nous les rues brûlées par un soleil impitoyable de l'Inde britannique, pour nous retrouver dans les quartiers humides de Hanoï, noyés dans une végétation tropicale dense et des arômes exotiques. Sur le calendrier, l'année 1902. Le français Indochine traverse une période de construction coloniale intense, d'expansion administrative et de redistribution économique rigoureuse. L'administration française, composée exclusivement de diplômés des meilleures universités européennes, porte avec une fierté immense ce que l'on appelle le fardeau de la civilisation, en traçant de larges boulevards asphaltés, en érigeant de majestueux bâtiments gouvernementaux en pierre et en implantant avec insistance les normes modernes d'hygiène urbaine. Mais sous la belle et prospère façade de cette splendeur coloniale se cachait une menace mortelle, invisible à l'œil nu, capable de ruiner non seulement la fragile économie locale, mais aussi de détruire physiquement toute l'élite dirigeante de la région. La ville fut frappée par la peste bubonique, mort impitoyable et fulgurante dont les principaux vecteurs étaient d'immenses hordes de rats gris. Ces rongeurs agiles envahirent instantanément le système moderne et ramifié d'égouts souterrains que les ingénieurs français venaient tout juste de concevoir et de construire avec une fierté non dissimulée. La nouvelle infrastructure européenne avancée devint paradoxalement l'incubateur idéal, chaud et sûr, pour la propagation massive de l'épidémie mortelle. L'infection menaçait de paralyser complètement les routes commerciales internationales, d'arrêter à jamais l'exportation des précieuses ressources coloniales et de transformer une colonie florissante, générant d'énormes revenus, en un immense cimetière putréfié. Et de nouveau, comme dans le cas des Britanniques arrogants à Delhi, la bureaucratie européenne froide et calculatrice apparaît sur la scène historique avec une nouvelle initiative macroéconomique qui semble géniale. Le gouvernement colonial français, strictement guidé par la logique de la stimulation financière directe, annonce solennellement une vaste croisade contre les rongeurs. Il propose à la population locale pauvre une récompense pécuniaire substantielle pour chaque rat physiquement détruit. Cependant, afin d'épargner aux fonctionnaires de cabinet dégoûtés la nécessité désagréable d'empiler, de recompter et d'éliminer d'énormes tas de carcasses de rats en décomposition dans les conditions difficiles d'une chaleur tropicale insupportable, une règle administrative étonnamment élégante et simple fut introduite. Comme preuve irréfutable du travail accompli, il suffisait désormais de présenter seulement la queue coupée du rat. La mathématique des hauts fonctionnaires semblait en béton armé, irréprochable et absolument fiable. Pas de queue. Cela signifie que le rat dangereux est mort. Il y a une longue queue sur la table de l'évaluateur. La caisse de l'État délivre docilement la monnaie sonnante. Les premiers rapports bureaucratiques envoyés en métropole étaient véritablement triomphaux. Des milliers, puis des centaines de milliers de queues coupées, sanglantes, s'entassaient chaque jour sur les tables des commissions de réception dans toute la ville. Les journaux français de la capitale rapportaient avec enthousiasme la répression réussie et innovante de la menace épidémiologique, tandis que les administrateurs locaux se préparaient déjà à recevoir des distinctions d'État honorifiques depuis le lointain Paris. Mais essayons de regarder cette situation absurde par les yeux d'un simple habitant ordinaire de Hanoï de cette époque difficile. D'un homme que l'on enfonçait quotidiennement dans une misère sans issue par de lourds impôts coloniaux et des extorsions constantes. Pourquoi tuer à jamais la source d'un revenu aussi stable, garanti par l'État? La mathématique cruelle de la survie humaine dicte toujours ses propres règles sévères, en ignorant toutes les directives gouvernementales. Si l'on tue sans pitié le rat et qu'on lui coupe la queue, on obtient seulement un minuscule versement unique. Mais si l'on capture soigneusement le rat, qu'on lui ampute professionnellement la queue précieuse et qu'on le relâche vivant avec soin dans les voûtes chaudes, humides et sombres des collecteurs d'égouts, il continuera obligatoirement à vivre. De plus, il se reproduira de façon incroyablement active, mettant régulièrement au monde des dizaines de nouveaux rats sains
munis de nouvelles queues longues et très précieuses pour le budget familial. Bientôt, les patrouilles françaises armées commencèrent à remarquer partout dans les rues de la ville une anomalie biologique effrayante et inexplicable. D'immenses rats bien nourris et parfaitement sains sans queue déambulaient tout à fait calmement dans les ruelles sales à la recherche de nourriture. Les rongeurs ne s'étaient pas simplement maintenus avec succès dans des conditions d'extermination totale, leur nombre global avait augmenté dans une progression géométrique incroyable. Les habitants locaux, faisant preuve de prodiges d'astuces commerciales, organisèrent un convoyeur continu et à grande échelle d'extraction de queues, transformant la catastrophe épidémiologique croissante en la source la plus sûre et la plus stable de revenus permanents. L'explosion démographique de la population des dangereux vecteurs de la peste bubonique battit rapidement absolument tous les records mathématiques et biologiques concevables de l'époque, tandis que l'infection mortelle éclata comme prévu avec une force nouvelle, encore plus terrifiante et destructrice, emportant des milliers de vies et dévastant la ville. Lorsque l'administration française, lourde et lente, comprit enfin l'ampleur réelle et effrayante de la catastrophe qu'elle avait elle-même créée, tous les versements financiers furent immédiatement et unilatéralement interrompus. Mais il était déjà trop tard pour changer quoi que ce soit. L'équilibre fragile de l'écosystème urbain fut complètement et irrémédiablement détruit. L'immense population de rats, élevés et nourris artificiellement avec l'argent colonial, privée de tout contrôle et de tout intérêt financier de la part des habitants locaux, se rua en une vague démente dans les habitations, les entrepôts alimentaires et les ports commerciaux, détruisant les réserves vitales de nourriture et semant une panique totale parmi la population. L'économie d'une immense région reçut un coup extrêmement sévère et écrasant, dont elle ne put se remettre pendant de longues et douloureuses années. Et c'est précisément ici que nous devons, vous et moi, nous arrêter, prendre une profonde inspiration et nous poser plusieurs questions rhétoriques extrêmement gênantes et provocatrices qui changent complètement la donne. Les dirigeants européens brillamment éduqués, qui avaient étudié pendant des années la stratégie mondiale, l'économie politique et la modélisation mathématique complexe dans les vastes amphithéâtres de la prestigieuse Sorbonne, étaient-ils vraiment incapables de calculer 2 pas élémentaires à l'avance ? Une machine d'État immense et incroyablement puissante, capable d'organiser brillamment la logistique la plus complexe de livraisons militaires et commerciales à travers la moitié du vaste globe terrestre, ne pouvait-elle pas anticiper la réaction humaine la plus basique et primitive face à un stimulant financier aussi évident ? On nous propose encore et encore de croire aveuglément que ce ne fut qu'un malencontreux impair historique, conséquence directe de l'arrogance coloniale et de la stupidité bureaucratique sans issue. Les manuels scolaires nous forcent à penser que les analystes et conseillers gouvernementaux n'ont tout simplement pas pris en compte par hasard la ruse commerciale banale des habitants locaux opprimés. Mais les chercheurs indépendants estiment que nous avons affaire à quelque chose de bien plus profond, sombre et systémique. Si 2 États complètement différents, puissants, sur 2 territoires radicalement distincts, à des époques historiques absolument différentes, marchent sur les mêmes râteaux mortels, en lançant froidement des mécanismes identiques de destruction sociale et économique, cela cesse à jamais d'être une drôle de coïncidence. Cela devient un algorithme soigneusement calibré et parfaitement fonctionnel. Naît un doute sérieux, mathématiquement fondé, sur la version officielle et généralement acceptée des événements historiques. La mathématique impartiale montre de façon convaincante que la probabilité d'une répétition aussi précise et détaillée d'une erreur ouvertement absurde chez des gouvernements disposant des meilleurs esprits analytiques de leur temps tend rapidement vers le zéro absolu. Et si, en réalité, ils savaient parfaitement, jusqu'au moindre détail, à quoi conduirait inévitablement cette étrange loi sur les queues de rats ? Et si le véritable objectif, soigneusement caché dès le départ, n'était pas du tout la destruction des rongeurs, mais la création délibérée d'un chaos social incontrôlable qui justifierait ensuite toutes les mesures étatiques, même les plus durement inédites. Car c'est précisément après cette catastrophe fabriquée de toutes pièces que l'administration coloniale française obtint un blanc-seing illimité pour un renforcement incroyable du contrôle policier, pour des raids sanitaires forcés et brutaux dans les habitations privées,
et pour la saisie massive, totalement impunie, de n'importe quel bien de la population locale, sous le prétexte honorable d'une longue quarantaine. La création d'un problème artificiel qui conduit inévitablement et de façon mathématiquement précise à une catastrophe sociale, afin de proposer ensuite, avec autorité, une solution radicale, profitable exclusivement à une étroite classe dirigeante. Voilà ce que nous commençons à voir clairement à travers la poussière des siècles. Nous commençons lentement, pas à pas, à distinguer les contours glaçants d'un système effrayant et global de gestion des crises. Mais pour nous convaincre définitivement et irrévocablement de son existence réelle, nous devons avancer plus loin et examiner en détail des événements d'une ampleur encore plus grande, plus sanglante et infiniment plus destructrice. Si les histoires venues d'Inde et du Vietnam vous semblent être de simples dysfonctionnements administratifs locaux de l'époque coloniale, nous passons désormais à des événements d'une toute autre échelle, d'une ampleur terrifiante. Laissons derrière nous les quartiers urbains étroits et transportons-nous dans les immenses étendues agricoles de la Chine. Nous entrons dans l'année 1958, l'époque des grandes transformations, où tout un État décide de réécrire complètement les lois de la nature au nom d'un bond économique utopique. C'est précisément ici, dans l'immense pays agricole, que se déroule la tragédie qui force les chercheurs indépendants du monde entier à reconsidérer avec frisson les interprétations historiques officielles. L'appareil d'État, disposant d'un pouvoir absolu et incontesté sur les esprits et les corps de centaines de millions de citoyens, lance une campagne dont la destructivité dépasse tous les conflits militaires de l'époque. Nous voyons comment une initiative ponctuelle, apparemment sincère, se transforme en une arme de destruction massive. Et l'objet de cette attaque impitoyable n'est ni les dissidents politiques, ni les espions ennemis, mais de simples moineaux des champs. La propagande officielle de l'époque utilisait une rhétorique incroyablement convaincante et mathématiquement calibrée pour justifier ce pas insensé. Aux gens, depuis les tribunes élevées, on expliquait la logique élémentaire. Chaque petit moineau picore en une année plusieurs kilogrammes de grains précieux. Si l'on multiplie cet infime indicateur par la population d'1 milliard d'oiseaux, on obtient des chiffres colossaux de pertes. La conclusion que l'on proposait au peuple sonnait comme une révélation salvatrice. Il suffit simplement de détruire ces rapaces ailés de la richesse nationale. Et le pays oubliera à jamais la faim, tandis que les greniers regorgeront d'excédents alimentaires. C'est l'exemple parfait de la façon dont le système vend aux masses une solution incroyablement simple à un problème macroéconomique des plus complexes. Les autorités ne proposaient pas d'introduire de nouvelles technologies agricoles, ni d'améliorer radicalement l'infrastructure logistique. Elles désignaient un ennemi concret, faible et sans défense, en l'accusant de tous les malheurs économiques d'un immense État. Et la société, galvanisée par les promesses d'une prospérité prochaine, s'attacha avec une dévotion fanatique à exécuter cet ordre funeste. Les méthodes d'extermination frappent par leur pragmatisme froid, calculé, et par leur massivité incroyable. Pour détruire les oiseaux, il ne fut même pas nécessaire de dépenser des munitions coûteuses ou de produire des poisons chimiques. L'État utilisa sa ressource la plus puissante et totalement gratuite, des millions de gens obéissants. La statistique impartiale témoigne que d'immenses détachements de paysans, d'ouvriers d'usines, d'écoliers et de vieillards sortaient dans les champs munis de tambours, de casseroles, de bassines et de crécelles en bois. Leur seule tâche était de créer un bruit continu et assourdissant, empêchant les moineaux effrayés de se poser sur une seule branche. Les oiseaux, privés de la possibilité d'un court repos, tombaient simplement sur le sol, morts de complet épuisement physique et de rupture cardiaque. En quelques mois, le système d'État fit fièrement état de la destruction de près de 2 milliards de moineaux. Des tas d'oiseaux morts s'élevaient sur les places des villes comme symbole de la grande victoire de l'homme sur les forces aveugles de la nature. Les journaux centraux publiaient avec enthousiasme des graphiques du grain économisé, et les hauts fonctionnaires rapportaient un triomphe sans précédent de la politique agraire. Mais la mathématique cruelle de l'écosystème ne pardonne jamais une intervention aussi grossière et ignorante.
La nature fonctionne toujours selon des lois strictes d'équilibre, où l'élimination violente d'un élément déclenche inévitablement une réaction en chaîne de changements catastrophiques. Les moineaux picoraient bien du grain, mais leur ration quotidien principale était toujours constituée d'insectes, en premier lieu les sauterelles et les chenilles. Dès que les prédateurs naturels eurent disparu des champs sans fin, les ravageurs agricoles obtinrent une liberté absolue et sans limite pour se reproduire. Ce qui se produisit ensuite ne se prête à aucune analyse logique dans le cadre du concept de la sollicitude de l'État envers son peuple. L'année suivante, les cieux au-dessus de la Chine s'assombrirent non pas à cause des nuages de pluie, mais à cause des milliards d'essaims de sauterelles voraces. L'explosion démographique de la population d'insectes prit une ampleur véritablement apocalyptique. Les sauterelles dévorèrent froidement tout, les cultures de blé, les jeunes pousses de riz, le feuillage vert des arbres et même l'herbe sèche. L'avantage économique du grain sauvé par les oiseaux s'avéra négligeable face à la destruction totale et absolue de toute la récolte nationale. Un immense pays fut frappé par la grande famine qui, selon les statistiques démographiques rigoureuses, emporta la vie de dizaines de millions de personnes. On tente encore et encore de nous convaincre que ce ne fut qu'une erreur grandiose de planification linéaire, une conséquence tragique de l'incompétence agraire et du zèle politique excessif des fonctionnaires du parti. Mais arrêtons-nous une seconde et réfléchissons avec une tête froide. Il existe une théorie qui affirme directement que toute intervention aussi massive dans l'équilibre naturel et économique de base a toujours un objectif caché et véritable. La destruction de la base alimentaire a conduit à ce que la paysannerie indépendante, qui historiquement avait toujours pu se nourrir par elle-même sur sa terre, se retrouve dans une dépendance absolue et sans issue envers la distribution centralisée de minuscules rations alimentaires par l'État. Celui qui contrôle totalement la nourriture contrôle absolument la vie humaine. Le déficit colossal créé artificiellement a brisé la volonté de millions de personnes, a détruit à jamais tout germe d'indépendance régionale et a concentré de façon définitive toute la plénitude du pouvoir entre les mains d'une étroite nomenclatura dirigeante. La mathématique sociologique sèche montre de façon convaincante que de telles catastrophes destructrices sont incroyablement avantageuses pour le système qui aspire à une domination totale. La pensée que des millions de vies humaines ont été froidement sacrifiées pour la centralisation du contrôle semble à une personne normale absolument monstrueuse. Mais les chercheurs indépendants y trouvent une régularité mathématiquement précise et effrayante. L'État crée une vive illusion de résolution du problème, brise agressivement l'écosystème indépendant, provoque une crise économique mondiale, puis se présente solennellement comme l'unique sauveur sans alternative pour une population entièrement ruinée, terrifiée et absolument soumise. Regardons la vérité en face. Cet algorithme de gouvernance par le chaos fabriqué fonctionne sans faille sur n'importe quel continent et sous n'importe quel système politique. Dès que vous commencez à analyser ces événements historiques, non pas comme des coïncidences isolées, mais comme des éléments d'un processus unique, un autre tableau s'ouvre devant vous. Et lorsque nous passerons aux événements de l'époque récente, vous prendrez conscience que cette machine ne s'est pas arrêtée, elle est seulement devenue encore plus sophistiquée. Si quelqu'un croit sincèrement que de tels mécanismes sophistiqués de destruction sociale et économique sont restés loin derrière nous, dans le passé colonial poussiéreux ou dans l'époque sombre et cruelle des expériences agraires totalitaires, cet homme se trompe profondément et tragiquement. Nous vivons tous les jours, vous et moi, prisonniers d'une illusion extrêmement dangereuse et berçante, en croyant naïvement que l'époque historique moderne, armée jusqu'aux dents de technologies informatiques avancées, de modélisation mathématique des plus complexes et d'une véritable armée d'analystes gouvernementaux grassement payés, est protégée de façon fiable contre des erreurs de gestion aussi primitives en apparence. Mais retirons les lunettes roses du calme qui nous est imposé, laissons les pages des vieilles archives et transportons-nous à la fin du XXe siècle, dans l'énorme mégapole sud-américaine bouillonnante et en développement rapide. Bogota de cette époque représentait un véritable cauchemar urbanistique sans issue. La ville étouffait littéralement dans d'interminables embouteillages automobiles de plusieurs kilomètres.
et un épais smog toxique provenant des gaz d'échappement recouvrait chaque jour d'un voile gris dense les quartiers résidentiels, détruisant impitoyablement la santé de millions de simples citadins. L'économie de l'immense région métropolitaine perdait rapidement des ressources financières colossales simplement parce que les gens passaient plusieurs longues heures par jour, coincés à mort dans un trafic routier paralysé. Le problème exigeait une intervention immédiate, rigoureuse et maximale efficace de la part des autorités. Et la machine d'État, suivant scrupuleusement son algorithme éternel et froid, proposa solennellement à la société une nouvelle solution salvatrice géniale, qui, selon les assurances des politiciens, devait une fois pour toutes désengorger les artères urbaines et rendre aux gens le droit légitime à un air pur. Fut adoptée une loi stricte et sans appel, qui limitait mathématiquement l'utilisation du transport automobile personnel en fonction directe du dernier chiffre sur la plaque d'immatriculation de chaque voiture précise. La logique des hauts fonctionnaires des transports, armés de beaux graphiques colorés et de rapports sociologiques détaillés, paraissait absolument irréprochable, cohérente et en béton armé fiable pour le regard non averti du citoyen moyen. Les règles stipulaient: si votre plaque d'immatriculation se termine par un certain chiffre, il vous est catégoriquement interdit de circuler dans les rues de la ville les jours précis de la semaine aux heures de charge maximale du trafic. De simples calculs mathématiques linéaires sur les tableaux gouvernementaux montraient de façon convaincante que le nombre de voitures sur les routes devait instantanément et garanti se réduire exactement de 50%. Les activistes écologistes applaudissaient avec enthousiasme. Les observateurs internationaux rivalisaient pour louer l'audacieux esprit novateur des autorités urbaines, et les simples citoyens attendaient avec espoir l'avènement d'une nouvelle ère lumineuse de circulation totalement libre et de ciel cristallinement pur. L'État, à nouveau, comme aux époques historiques passées, joua le rôle d'un sauveur sage, attentif et fort, en proposant la solution la plus simple possible pour un problème macroéconomique et infrastructurel des plus complexes et multicouches. Mais analysons avec une extrême attention la façon exacte dont réagit la masse humaine vivante et dynamique aux restrictions administratives artificielles et rigides qui menacent directement leur confort quotidien et leur stabilité économique de base. Les autorités de Bogota, pour une raison quelconque, oublièrent complètement de prendre en compte les lois immuables de la psychologie économique et l'instinct de conservation. Un homme qui doit chaque jour se rendre à l'heure au travail, conduire ses enfants à l'école et assurer le bien-être financier de sa famille ne s'accommodera jamais du fait que le système d'État lui ait simplement enlevé la moitié de sa liberté personnelle et de sa mobilité. Que fait la classe moyenne entreprenante lorsqu'elle se heurte soudainement à une barrière administrative dure et insurmontable? Elle commence à chercher fébrilement la plus cheap, la plus accessible et la plus efficace brèche dans la loi imposée. Les gens, en masse, dans un élan unanime, se ruèrent à l'achat de deuxièmes voitures dotées des chiffres nécessaires et opposés sur les plaques d'immatriculation. Mais puisque le budget d'une famille ordinaire est toujours strictement limité et que l'achat d'une deuxième voiture neuve constituait pour l'écrasante majorité un luxe absolument prohibitif, le marché libre réagit instantanément par une demande colossale et explosive pour les voitures les plus vieilles, les moins chères, depuis longtemps radiées et techniquement défectueuses. Les décharges municipales et les garages poussiéreux abandonnés se vidèrent en un clin d'œil. Tout ce tas de ferraille rouillé, fumant et crachant qui aurait dû depuis longtemps partir sous la lourde presse industrielle acquit soudain une valeur commerciale incroyable et sortit massivement dans les rues de l'infortunée mégapole. Le résultat de cette brillante régulation étatique se révéla véritablement destructeur, annulant complètement toutes les intentions bienveillantes et les promesses initiales. Le nombre total de voitures se trouvant en propriété privée de la population épuisée augmenta rapidement. Mais le plus terrible et le plus paradoxal ne résidait pas dans les chiffres secs des statistiques du parc automobile élargi, mais dans la qualité catastrophiquement tombée de ces machines. À la place des moyens de transport relativement modernes et écologiquement propres, vinrent des centaines de milliers de vieux moteurs usés et qui fuient, qui brûlaient le carburant le moins cher et rejetaient à chaque seconde dans l'atmosphère une quantité inconcevable de substances toxiques. L'écologie de Bogota s'effondra définitivement.
plongeant à jamais une ville autrefois belle dans un smog encore plus sombre, dense et mortellement dangereux pour la vie. Les embouteillages non seulement n'ont pas disparu des radars urbains, mais ont pris le caractère d'une catastrophe infrastructurelle permanente et insoluble. Car les vieilles routes ne parvenaient absolument pas à absorber l'augmentation brutale du nombre de voitures de secours bon marché. De plus, les gens ordinaires portèrent un coût colossal et irréparable à leurs propres budgets familiaux, en dépensant leurs dernières économies accumulées pour l'achat forcé, la réparation permanente et l'entretien coûteux d'une seconde voiture, absolument inutile dans des conditions normales. Les incitations économiques, créées artificiellement par la loi étatique, ont littéralement contraint des millions de personnes à se faire volontairement et en toute conscience du mal à elles-mêmes, à leur santé fragile et à leur futur bien-être financier. Et c'est précisément ici que nous arrivons de près à la conclusion la plus terrible et la plus glaçante de notre enquête historique. Les chercheurs indépendants, en analysant minutieusement ces événements, parviennent à un avis unanime et effrayant. Le système fonctionne de manière absolument identique à toute époque historique, sous n'importe quel régime politique et sur n'importe quel continent de notre planète. Seuls changent les décors extérieurs, le niveau des technologies et les prétextes officiels. Au XIXe siècle, il s'agissait de cobras glissants, au XXe des vecteurs de la peste et des moineaux. À l'époque contemporaine, ce sont les automobiles et les normes environnementales strictes. Mais l'essence mathématique de base du processus reste inchangée. Des élites influentes introduisent une loi qui, sous couvert d'un sauvetage noble, détruit l'équilibre naturel, contraint la population indépendante à dépenser ses dernières ressources pour combattre des moulins à vent, épuise l'économie de la classe moyenne. Puis l'État se contente d'écarter les bras en invoquant des circonstances imprévues dues aux facteurs humains. Croyez-vous encore sincèrement que des milliers d'analystes diplômés, qui rédigent ces lois en plusieurs volumes, ne sont pas capables de calculer ce qui est parfaitement compréhensible pour n'importe quel étudiant de première année en faculté d'économie? Ne savaient-ils pas que les gens allaient immédiatement acheter de vieilles voitures bon marché? Il existe une théorie selon laquelle ils savaient tout jusqu'au moindre détail microscopique. Et si nous rejetons à jamais la croyance incroyablement naïve en une simple stupidité bureaucratique, devant nous s'ouvrira lentement une réalité complètement différente et effrayante. Nous sommes parvenus à cette ligne invisible, au-delà de laquelle toutes ces anomalies historiques dispersées s'assemblent en un puzzle unique, monolithique et sinistre. Nous sommes prêts à révéler le principal secret, ce mécanisme universel qui gère froidement nos vies et les crises mondiales. Nous nous tenons au seuil même de la prise de conscience que tout cela, pendant longtemps, a été appliqué contre nous selon un algorithme caché parfaitement rodé. Le moment est venu de rejeter les dernières illusions apaisantes et de rassembler en un tout tous les fragments dispersés de notre vaste enquête historique. Nous avons parcouru un chemin incroyablement long, depuis les ruelles étouffantes, imprégnées de peurs primitives, de la capitale indienne du XIXe siècle, jusqu'aux mégapoles modernes surpeuplées, étouffant chaque jour dans le smog toxique de leurs propres effondrements de transport. Et à chaque étape, dans chaque époque que nous avons examinée en détail, nous avons vu un scénario identique, à la fois douloureusement familier et effrayant par son inéluctabilité mathématique. On nous a pendant des décennies inculqué avec insistance, à travers les manuels académiques, les écrans de télévision et les communiqués officiels de l'État, que toutes ces crises destructrices, qui ont conduit à l'appauvrissement de millions de gens ordinaires, n'étaient que la conséquence tragique d'une incompétence managériale, d'accidents historiques fâcheux ou d'un facteur humain imprévisible. Mais des chercheurs indépendants, après avoir soigneusement analysé les statistiques macroéconomiques rigoureuses et les conséquences démographiques catastrophiques de ces événements, sont parvenus à une conclusion complètement différente et choquante. Il existe une théorie qui change à jamais et irrévocablement notre perception de la réalité environnante. Ce que la science officielle de cabinet appelle avec condescendance l'effet Cobra est en réalité un algorithme de suggestion financière systémique parfaitement rodé au fil des siècles et d'une froideur implacable. Les chercheurs appellent ce mécanisme caché le protocole Cobra. Et le plus terrible est que cela n'est nullement la stupidité de hauts bureaucrates. C'est un plan génial, mathématiquement calibré jusqu'au millième de %, visant à une redistribution mondiale des ressources.
Décomposons avec une extrême attention l'anatomie même de ce sinistre protocole, étape par étape, en nous appuyant exclusivement sur la logique froide et les lois impitoyables de l'économie comportementale. La première étape commence toujours par la création magistrale d'une vive illusion de sollicitude illimitée envers la population. La machine d'État, dirigée de manière invisible par des élites influentes, trouve ou gonfle artificiellement jusqu'à des proportions cosmiques une certaine menace. Il peut s'agir d'une invasion de reptiles venimeux dans un centre colonial, de la menace d'une peste bubonique mortelle dans un port tropical, d'un manque de denrées alimentaires de base dans un immense pays agricole, ou d'une pollution atmosphérique critique dans une ville moderne. La condition principale, strictement respectée par les élites, est que le problème doit susciter une peur sincère et paralysante au sein des masses. À la deuxième étape, les autorités sortent solennellement sur la scène illuminée et proposent une solution salvatrice extrêmement simple, abondamment financée par le budget commun. Elles introduisent froidement les plus puissants incitatifs économiques qui pousseront inévitablement des millions de personnes à agir à leur propre détriment. Elles paient généreusement pour les têtes de cobra, provoquant la construction secrète d'immenses fermes à serpents. Elles versent la monnaie sonnante pour des queues de rats, stimulant l'élevage massif de dangereux vecteurs de maladies. Elles instaurent des interdictions administratives de circulation, obligeant la classe moyenne à acheter dans la panique de la ferraille automobile bon marché et incroyablement toxique. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tous ces programmes grandioses de stimulation étatique sont toujours brusquement annulés précisément au moment où l'ampleur de la catastrophe imminente devient absolument irréversible? Il existe une théorie selon laquelle c'est précisément dans cette rupture artificielle du financement que réside la troisième étape, la plus cruelle et la plus intransigeante du protocole Cobra. Dès que la bulle économique créée par les mains des politiciens atteint ses dimensions critiques, et que la population indépendante s'est entièrement engagée dans le jeu financier proposé, en investissant ses dernières économies familiales et son temps inestimable dans l'élevage de serpents ou l'achat de secondes voitures anciennes, l'État coupe brusquement, sans le moindre avertissement préalable, le financement et modifie radicalement les règles du jeu. Et c'est ici que se referme, avec un claquement assourdissant, le principal piège du système. Le problème artificiellement gonflé, qui n'était avant l'intervention des autorités qu'un léger désagrément, se multiplie plusieurs fois et s'abat de tout son poids sur la tête des citoyens non préparés. Les serpents sont relâchés dans la panique dans les rues étroites. Les rats sans queue envahissent par hordes les entrepôts alimentaires. Les sauterelles affamées détruisent froidement toute la récolte nationale. Et les immenses mégapoles se fichent à jamais dans des embouteillages de transports paralysés. La société sombre rapidement dans un chaos social absolu et incontrôlable, perdant à jamais les restes de son ancienne indépendance financière et de sa confiance dans l'avenir. Et maintenant, vous et moi devons simplement poser la question principale et fondamentale de toute enquête criminelle indépendante. À qui tout cela profite-t-il vraiment, en fin de compte? À qui profite l'effondrement organisé de régions entières, autrefois riches, et le pillage froid de la classe moyenne indépendante? L'analyse macroéconomique impartiale et le suivi du mouvement mondial des grands capitaux donnent une réponse complètement univoque et glaçante. Ce chaos mathématiquement orchestré ne profite qu'à une très étroite et fermée couche d'élite mondiale dirigeante. Dès que la population se retrouve au bord même du gouffre, terrifiée à mort par les conséquences d'une catastrophe fabriquée de toutes pièces, l'État revient triomphalement sur la scène historique, mais dans un rôle complètement nouveau. Il n'agit plus en tant que sponsor naïf, mais comme un sauveur sévère et sans alternative, légitimement doté de pouvoirs d'urgence sans précédent. Sous le prétexte honorable du sauvetage urgent de la nation d'une destruction imminente, les élites obtiennent un financement illimité provenant d'une caisse vide, le droit légitime à une répression violente de toute protestation et l'opportunité unique de réécrire complètement les lois économiques fondamentales à leur avantage personnel. Elles introduisent immédiatement de nouveaux impôts insupportables, rachètent à prix dérisoire les productions privées ruinées, achètent à bas prix les terres dévaluées et instaurent un contrôle total sur chaque pas des citoyens appauvris. Les statistiques implacables montrent clairement que chaque crise de ce type se termine toujours par un transfert irréversible
des véritables richesses matérielles et d'une influence politique colossale de la majorité ruinée vers une minorité monopolistique. Si nous trouvons en nous le courage de regarder ce système global d'un œil cristallin, nous réaliserons avec une horreur indicible notre véritable rôle dans ce spectacle historique sans fin. Nous sommes ces mêmes fermiers indiens naïfs et confiants du XIXe siècle. Regardez autour de vous dès maintenant. La machine d'État moderne nous propose constamment de nouveaux stimuli économiques incroyablement attractifs, soigneusement déguisés en préoccupations sincères pour notre futur bien-être. Nous sommes agressivement incités à contracter des prêts hypothécaires bon marché, à acheter des biens immobiliers surévalués au sommet de la demande du marché, à investir dans des bulles financières artificiellement gonflées et à suivre aveuglément les tendances écologiques imposées. Depuis les hautes tribunes gouvernementales, on nous promet avec éloquence une stabilité éternelle, une sécurité sociale et une prospérité inévitable, nous forçant en réalité à construire de nos propres mains nos fermes à serpents métaphoriques. Nous nourrissons docilement nos cobras jour après jour, espérant sincèrement un bénéfice garanti par l'État et une vieillesse assurée. Mais nous ne comprenons catégoriquement pas l'essentiel. Le protocole Cobra est déjà depuis longtemps lancé dans son action à grande échelle et destructrice. Les architectes invisibles du système savent exactement le jour et l'heure précis où ils annuleront froidement les règles en vigueur, relèveront les taux d'intérêt de base jusqu'à des hauteurs inatteignables, dévalueront la monnaie nationale et priveront des millions de familles de tout moyen de subsistance. Nous sommes temporairement stimulés par de l'argent papier bon marché, uniquement pour qu'au moment de notre vulnérabilité maximale en matière de crédit, il puisse d'un seul coup puissant détruire nos vies, nous enfermer dans des dettes insupportables et nous forcer à implorer à genoux un nouveau contrôle salvateur encore plus rigide. Nous commençons à comprendre clairement que derrière tout grand bouleversement social ou macroéconomique ne se trouvent ni les forces aveugles de la nature, ni les cycles abstraits du marché, mais des décisions concrètes et minutieusement calculées de ces groupes fermés qui tiennent fermement leurs mains sur l'interrupteur principal. Ils créent froidement le problème initial, ils financent généreusement sa prolifération incontrôlable à nos frais, ils provoquent intentionnellement une crise des plus profondes, puis ils nous prennent en échange les restes de nos libertés contre une maigre ration de sécurité illusoire. Les chercheurs indépendants estiment que le protocole Cobra est appliqué en ce moment même, à cette seconde précise, à l'échelle mondiale, partout sur la planète. Et si nous n'apprenons pas à reconnaître cet algorithme sinistre, nous serons condamnés à tourner éternellement dans un cercle vicieux, en perdant absolument tout ce qui nous est cher. Il existe une théorie selon laquelle la réinitialisation globale de la civilisation, dont parlent tant et avec tant d'inquiétude dans les couloirs fermés les analystes indépendants, n'est nullement une invention fiévreuse des auteurs de romans fantastiques, mais une réalité économique sévère et méthodique de notre époque à vous et à moi. Trouvons en nous le courage de regarder la vérité droit dans les yeux et posons-nous la question la plus terrible, la plus gênante que puisse formuler le libre esprit humain. Et si absolument toutes les crises mondiales modernes, les spirales infinies de l'inflation, les effondrements catastrophiques soudains des marchés mondiaux et les restrictions incroyablement cruelles de nos libertés civiles fondamentales n'étaient pas une chaîne d'accidents historiques fâcheux, mais l'acte final et destructeur de ce même protocole Cobra? Nous nous sommes beaucoup trop habitués à croire naïvement que notre monde complexe est gouverné par un chaos aveugle, que les politiciens haut placés commettent simplement des erreurs périodiques en raison de leur incompétence, et que la macroéconomie mondiale est inévitablement soumise à des tempêtes naturelles imprévisibles. Mais la mathématique froide du pouvoir absolu ne tolère jamais aucun hasard. Si vous examinez aujourd'hui avec une extrême attention les lois rigoureuses qui sont adoptées en ce moment même dans les recoins les plus divers de notre immense globe terrestre, vous découvrirez avec une horreur croissante les contours douloureusement familiers et glaçants de ce même vieux piège éprouvé au fil des siècles. On nous propose encore et encore avec insistance de renoncer volontairement au peu au nom du salut mythique de quelque chose de grand. On nous promet à nouveau avec éloquence une sécurité physique absolue en échange direct de notre contrôle social total. On nous verse à nouveau, avec dérision,
de sonnantes pièces de cuivre afin que nous construisions de nos propres mains tremblantes de peur des cages de fer pour nous-mêmes à jamais. Pensez-vous vraiment, sincèrement, que cet algorithme sans faille, qui a fonctionné de façon aussi infaillible et efficace pendant de nombreux longs siècles, ait soudainement cessé d'exister à notre époque moderne, des réseaux numériques mondiaux et des transactions bancaires absolument transparentes? Au contraire, les chercheurs indépendants estiment qu'il est seulement devenu encore plus parfait, incroyablement froid et absolument impitoyable envers l'homme ordinaire. Nous voyons chaque jour clairement comment des secteurs entiers et immenses de l'économie mondiale sont méthodiquement et volontairement contraints dans des cadres artificiels et rigides d'exigences écologiques et sanitaires totalement irréalisables. Nous observons avec douleur comment la classe moyenne indépendante et à la pensée autonome, qui historiquement a toujours constitué le principal pilier fondamental de toute société libre et démocratique, est froidement ruinée par d'énormes impôts insupportables et par des programmes de stimulation étatique très étranges qui, en fin de compte, n'apportent un bénéfice financier colossal qu'aux seules sociétés transnationales. Cette gigantesque centrifugeuse bureaucratique, totalement invisible à l'œil nu, continue de tourner sans arrêt et de plus en plus vite, pompant chaque jour les dernières ressources réelles des poches maigres des simples travailleurs et les concentrant de façon fiable tout en haut, au sommet le plus inaccessible de la chaîne alimentaire mondiale.